Ça vous dit un petit cas pratique de concurrence déloyale? Alors c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans votre minute juridique. Je m'appelle Émilie Verne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit pénal et en droit civil. Et aujourd'hui, on va parler de concurrence déloyale, donc on fait le focus sur le droit des affaires. Il s'agit d'un cas que j'ai pu observer sur internet. Je ne suis pas le conseil de qui que ce soit dans cette affaire. J'ai juste pu observer deux concurrents et c'était assez drôle. Il s'agit de deux activités concurrentes et pourtant distinctes. Dans le domaine du bien-être, et qui allèguent, soutiennent avoir les mêmes résultats sur le corps. D'un côté, vous avez un entrepreneur qui est bien installé, avec un marketing sérieux et qui propose des services holistiques. Chacun aura son appréciation concernant ce type de service, et pour autant, cet entrepreneur a choisi de fonder son activité sur la base de recherches scientifiques. De l'autre côté, vous avez un autre entrepreneur qui est également dans le domaine du bien-être et qui a donc une activité concurrente. Dans le cadre de sa communication, cet entrepreneur est parti chercher des vidéos de son concurrent, plutôt des scans d'écran des vidéos de son concurrent, qui sont bien sûr utilisées en fait sur l'Instagram de son concurrent. On voit clairement le concurrent apparaître sur la photo. Dans les hashtags, il mentionne également le nom de la marque et il fait des commentaires. Ces commentaires ont pour objectif, on va dire, de réfuter la pratique de son concurrent, en exprimant très clairement que son concurrent induirait en erreur ses clients et les consommateurs en donnant des interprétations erronées de réponses corporelles et en les légitimant par une approche scientifique. Alors en quoi on a un cas de concurrence déloyale? Et encore, je vous parle de concurrence déloyale, mais en vrai on pourrait aussi voir ça sous l'axe du pénal. Du côté de la concurrence déloyale, on peut voir le côté dénigrement. Du côté pénal, on va plutôt s'axer sur la diffamation. La diffamation, c'est le fait de pouvoir soutenir des propos, infondés ou fondés d'ailleurs, sur quelqu'un, et ça peut atteindre à sa réputation, nuire à sa réputation. Et ce quelqu'un, ça peut être une personne physique comme une personne morale. Le dénigrement, c'est la même idée, sauf que ça a un impact commercial. Du coup, quand il y a des propos qui remettent en question l'efficacité d'un produit, combiné à l'utilisation d'un hashtag qui cible clairement la marque de la personne, d'une photo qui fait partie de la communication de cette personne, de cette entreprise, et en plus sur cette photo, on voit directement la dirigeante de l'entreprise sur la photo, donc on peut l'identifier. Et on fait clairement référence à l'induction en erreur du consommateur. Très clairement, est-ce que ça nuit à sa réputation? Bah oui, aussi bien d'un point de vue pénal que d'un point de vue commercial, parce que ça va revenir. Ça y est, j'y suis. Ça va remettre en question tout simplement son chiffre d'affaires, sa crédibilité, sa réputation. Maintenant, quand on est dans ce genre de problème, dites-vous bien qu'on a une faute, oui, ça c'est clair, et après il faut un préjudice, c'est un lien de causalité. Donc avant de se précipiter, qu'est-ce qu'on fait? On collecte les informations, c'est-à-dire des preuves. Et plus exactement, des preuves du préjudice et des preuves de l'atteinte à la réputation. Donc on garde bien le hashtag, on garde bien les photos, etc. Donc on fait des scans d'écran de tout ça, et encore s'il y a un huissier qui passe derrière pour pouvoir authentifier et certifier tout ça, c'est encore mieux. On va regarder les commentaires qu'il y a en dessous et on va en faire des scans d'écran, bien entendu. Toujours mieux si c'est un huissier qui le fait. Si on a des témoignages de clients et également des retours clients par mail, c'est encore mieux. Si ça a lancé des débats publics, ça c'est nickel. Gardez ça en stock. Parce que bon, si derrière il y a une action en justice qui doit être menée, c'est bien beau, mais ça coûte quand même de l'argent. C'est quand même un investissement. Et l'idée, c'est d'avoir un retour rentable. Dans tous les cas, si ça vous arrive, pensez d'abord négociation. Déjà parce que c'est une condition de recevabilité que vous ne pourrez pas saisir le tribunal sans ça. Mais en plus parce que ça peut suffire et ça peut être efficace. Donc d'abord, c'est ce qu'on propose, c'est plutôt un courrier de mise en cause ou un petit message en gros où vous expliquez juste la situation, vous expliquez qu'en fait c'est une atteinte à vos droits et vous demandez simplement la suppression. Si ça ne fonctionne pas, le mieux ce serait de faire un courrier de mise en demeure. C'est la même chose mais en plus costaud. Parce que là, vous demandez à la personne de retirer la publication. Vous pouvez également demander un dédommagement et même de publier un message qui t'excuse ou qui vient rectifier son propos. Vous lui donnez un délai, vous lui expliquez que si elle ne s'exécute pas dans ce délai, vous saisirez le tribunal. Bon, il est aussi possible de porter plainte parce que je vous ai parlé de l'axe pénal
pour être sûr que la plainte soit prise, je vous invite à rajouter toutes les preuves derrière, comme ça ce sera beaucoup plus efficace. Soit vous allez en commissariat, soit vous rédigez vous-même la plainte et vous l'adressez au procureur de la République. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder. Autre possibilité qui n'est pas de l'ordre du juridique, c'est de répondre publiquement aux critiques de manière mesurée et factuelle, en expliquant bien entendu les bienfaits de la situation, du produit. S'il y a des retours clients, c'est encore mieux, ça parle encore plus. Ça montrera l'impact positif de la méthode. Et il est surtout très important de regarder ce qui se dit sur la marque pour éviter des difficultés. De voir d'autres publications. Et puis en plus, ça pourrait être utile en cas d'action en justice. Renforcer le marketing est aussi une réponse indirecte. En gros, vous êtes en train de faire comme si vous n'aviez rien vu, mais c'est une réponse indirecte sans faire référence à la critique. Et dans le cadre de votre marketing, vous êtes en train de répondre à chaque point pour décrédibiliser l'avis de la personne qui est juste en face, donc du concurrent. Et afin de garantir l'anonymat des entreprises, j'ai choisi de ne pas citer le domaine d'activité rencontré, ni leur marque, et j'ai attendu quelques semaines avant de diffuser cette vidéo pour être sûre de laisser passer du temps et de m'assurer que personne ne puisse savoir de qui je parle. Bref, je me suis assurée que c'était un cas pratique, un exemple parmi tant d'autres qui ne soit pas décelable. Bref, vous l'aurez compris, il y a souvent de tout et n'importe quoi sur Internet. Et il est important pour les auto-entrepreneurs ou les sociétés de savoir que même s'ils ont le droit de promouvoir leur activité, il y a quand même des limites à respecter et qui sont fixées par la loi. Et ce serait peut-être mieux de s'intéresser et de s'informer avant de publier n'importe quoi. Et oui, parce que ça évitera des pertes de temps, d'argent et d'énergie. Et beaucoup de charge mentale. Parce que mine de rien, tout le monde a un business à faire tourner. Alors oui, ce cas porté sur, comme je vous l'ai dit, le domaine du bien-être. Je rappelle que je ne suis le conseil de personne dedans, ça m'a juste fait sourire et je me suis dit que ce serait assez intéressant. Mais sachez que je l'ai vu dans plein d'autres domaines, toujours sur Internet, en étant juste là en tant qu'observatrice. Et ça arrive aussi bien concernant des prestations de services que sur des produits. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à la liker, à la partager, à la commenter en signe de soutien parce que ça fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin de répondre à des questions, je vous invite à prendre rendez-vous sur